Alors, je m'adresse à vous, mais je vais pas longtemps m'adresser à vous. C'est simplement pour lancer cette séance. Donc, au nom de la IPU, je m'appelle Marianne Poumet, je suis présidente de la section belge de la IPU. Euh, alors, les séances 10, 20, 30, ce sont des séances qu'on organise 3, 4 ou 5 fois par an dans notre section belge de la IPU, et ça a pour but de favoriser les échanges entre enseignants, les témoignages sur ce qui se passe d'innovant ou de remarquable dans nos enseignements supérieurs. Alors ici pour cette séance-ci, tout comme pour celle de la semaine prochaine, la séance a été préparée par 3 étudiantes qui sont aussi enseignantes ou assistantes sociales au départ, et puis qui ajoutent la carte master en pédagogie de l'enseignement supérieur à leur CV, disons, et qui donc ont préparé la séance avec les témoins. Elles vous l'expliqueront elles-mêmes. Je vais leur passer la parole pour ça. Je vous remercie simplement d'être parmi nous aujourd'hui, et je salue aussi les internautes qui peuvent être présents en ligne, et j'en connais l'un ou l'autre. Euh, vous allez pouvoir donc suivre cette séance depuis, par exemple, le Maroc. Je dis le Maroc parce que je sais qu'on a des amis marocains qui vont suivre la séance, ou depuis le Canada, où on a des sections AIPU bien représentées aussi. Euh, si vous êtes sur Internet, vous pouvez peut-être, en m'envoyant un mail à m.poumet@uliege.be, envoyer une question éventuelle que vous voudriez poser aux intervenants. Ce sera peut-être une bonne manière aussi d'interagir avec nous, et je relayerai vos questions alors vers les intervenants. Et pour le reste, je passe la parole aux 3 étudiantes, Maude, Pascal et Loredana, qui ont préparé la journée et qui vont vous expliquer son déroulement. Je remercie aussi déjà l'un de nos 2 témoins qui est parmi nous. Le deuxième témoin arrivera d'ici 1 heure. Et c'est vraiment très très gentil à eux de nous faire part de leur expérience, et je me réjouis aussi moi de les découvrir puisque je ne les connais pas. Ce sont les étudiants qui ont préparé. Bonne soirée à tous. Donc bonjour à tous. Donc nous voulons d'abord vous remercier d'être parmi nous. Aujourd'hui, nous allons traiter de la question du feedback et nous allons nous questionner sur la question suivante: comment faire du feedback une information formative et motivante pour les étudiants? Alors je vous propose tout de suite d'accueillir notre premier témoin, Michael Declercq, qui est professeur à la Haute École libre de Bruxelles, Ilia Prigogine, et qui va se présenter et vous parler un peu de sa pratique et son expérience du feedback. Bienvenue et merci de participer à ce 10-20-30. Je donne le petit micro. Vous le mettre dans la page? Oui. Bien, bonjour à tous. Alors, voilà, donc je m'appelle Michael Declercq. J'enseigne dans une spécialisation en art-thérapie à la Haute École libre de Bruxelles, Ilia Prigogine, donc sur le campus Erasme à Bruxelles. Alors, voilà. Mais je voulais peut-être revenir à la question précédente des feedbacks. En fait, le feedback, il faut d'abord définir le contexte dans lequel l'on est avant de parler de feedback. Et nous, par exemple, dans la création de cette spécialisation en art-thérapie, non seulement on pratique une pédagogie du projet, c'est-à-dire que les étudiants sont acceptés dans la spécialisation à partir d'un projet qu'ils remettent et qui vont bien sûr développer au cours de l'année de spécialisation. Et ensuite, la deuxième chose, c'est que nous pratiquons ce qu'on appelle, enfin en tout cas on s'influence de ce qu'on appelle les classes inversées. Est-ce que vous avez déjà entendu parler, j'imagine? Oui? Non? Voilà. Alors, les classes inversées, qu'est-ce que c'est? Il y a différentes manières de les pratiquer, bien entendu. Disons, en 2 mots, la classe inversée, c'est se dire que les étudiants vont préparer en réalité le cours avant. Et ensuite, quand ils sont au cours, cette préparation leur permet d'être
plus actifs et ou en tout cas interactifs avec non seulement leurs pairs, mais leurs pairs, les autres étudiants et leurs enseignants. Et donc, on travaille à ce moment-là en groupe, en petits groupes, par exemple. On tente des recherches qu'ils ont effectuées et on les teste, si vous voulez, au cours. Et donc, il y a toute une manière de rendre plus dynamique les choses, notamment bien entendu avec les nouvelles technologies. Bon, la classe inversée, c'est pas quelque chose de nouveau, hein. Faut bien se le dire. Ça, les bases théoriques, elles sont là déjà au siècle passé avec les pédagogies nouvelles. Ce qui est nouveau et qui revient au goût du jour, c'est justement avec la révolution numérique. Bien là, on a toute une série d'outils qui peuvent nous aider justement à pratiquer ces classes inversées. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions jusqu'à présent. On continue. Alors comment, voilà, pratiquement ça se joue chez nous. Eh bien, donc, comme je l'ai dit, les étudiants viennent avec un projet d'intervention, en fait, en milieu d'aide, d'accueil et de soins. Alors, qu'est-ce que c'est le milieu d'aide, d'accueil et de soins? C'est très large, ça va des hôpitaux aux maisons de repos, aux malades d'Alzheimer, aux instituts psychiatriques, mais aussi, par exemple, les instituts pour handicapés, les centres de jour. Ça peut être également des détenus qui sortent de prison et qui suivent un programme de réinsertion. Donc le champ d'application en fait de l'art-thérapie, il est très très vaste. Donc ça peut se passer dans des milieux très différents les uns des autres. Et la particularité, c'est évidemment que il n'y a pas de moule, si vous voulez. C'est chaque fois à l'étudiant à inventer son projet d'intervention. Et ce projet d'intervention, donc, c'est un projet artistique qu'il va proposer dans les institutions, donc lors de son stage. Et ça se passe en 2 temps. Il y a d'abord un temps d'observation, où il apprend à connaître l'institution dans laquelle il va faire son stage. Et ensuite, donc, il y a un stage d'intervention où là, il met en pratique son projet artistique, donc d'intervention auprès des participants. Alors, ils sont divers, comme on l'a dit, hein, et voilà. Et ensuite, donc, ils terminent leur année par ce qu'on appelle un TFE, donc travail de fin d'études, donc une sorte de mémoire, mais aussi avec une touche artistique. Donc, nous on appelle ça le portfolio, voilà. Et donc, c'est un travail de réflexion en réalité sur leur intervention. Voilà. Alors, donc il y a ce qu'on appelle nous des séminaires en fait. Donc c'est des séminaires qui se donnent à plusieurs enseignants de compétences différentes. Et ces séminaires, ce sont des accompagnements en réalité des étudiants. Des étudiants qui proposent donc leur projet d'intervention. Ils le testent avec leurs pairs, les autres étudiants, et ensuite on leur fait un feedback. Donc voilà, en effet, on y est. Et ce feedback, donc, il se fait en plusieurs temps. Il y a d'abord, je dirais, une auto-évaluation de l'étudiant par rapport, ou des étudiants, parce que parfois ils travaillent en groupe également, une auto-évaluation des étudiants par rapport à ce qu'ils ont fait. Il y a une évaluation de leurs pairs, donc les autres étudiants qui viennent voilà, dire moi voilà, je ne me suis pas senti à l'aise dans ce que tu as proposé parce qu'il y avait ça et ça, et puis les consignes n'étaient pas claires, et etc., etc. Et puis après, il y a, disons, les commentaires, les feedbacks des enseignants. Et les enseignants, quand on est à plusieurs, on joue également les 2 rôles, si vous voulez. Donc, il y a toujours un enseignant qui est extérieur à l'exercice, et il y a toujours un enseignant qui est
à l'intérieur de l'exercice, donc qui participent à l'exercice comme les autres étudiants, si vous voulez. Hein. Donc pour avoir toujours ces deux visions, qu'est-ce qu'on ressent de l'intérieur et qu'est-ce qu'on observe de l'extérieur. Ça nous semble très important. Parce que, évidemment, l'émotionnel est quand même toujours présent dans ce que l'on fait. Et donc, c'est important d'avoir cette double vision, à la fois interne et externe. Voilà. Alors, donc ça, c'est ce qu'on appelle, nous, les séminaires. Alors, évidemment, bon, pour ça, est-ce que la classe inversée, ça marche toujours? En fait, hein, c'est ce qu'on dit. Oui, mais bon, la classe inversée, ça ne marche pas toujours. D'abord, oui, il faut un nombre limité d'étudiants. Ça ne marche pas avec des grands auditoires de 200 ou 300 personnes. Hein. Mais bon, n'empêche, le travail chez soi, prendre connaissance de capsules vidéo, aller interviewer, par exemple, nous on demande à nos étudiants d'aller interviewer des personnes, et puis de ramener ce qu'ils ont collecté à l'école et de le partager avec le groupe d'étudiants. Hein, donc il y a des tas de manières en fait de pratiquer la classe inversée. Hein, je racontais là tout à l'heure que même dans le fondamental, j'ai un ami qui enseigne dans des petites écoles de la province de Liège, et qui, dans le cadre du cours de français, donne un cours de poésie. Et de poésie, donc, surtout sur la musicalité des. Donc, par exemple, il travaille les rimes, décasyllabiques, par exemple. Hein, et lui, sa manière de rester, si vous voulez, dans le feedback, c'est quand il fait ses évaluations avec les enfants, il leur écrit chaque fois un poème dans le même bain décasyllabique, par exemple. Quand ils ont travaillé ça, eh bien, il leur fait un retour d'évaluation avec un poème décasyllabique. Voilà. Donc vous voyez que il n'y a pas de limite à notre imagination en réalité. Hein, on peut tout à fait voilà, le pratiquer selon l'endroit où l'on est, le public avec lequel on est. Voilà. Donc on pense souvent, bah oui, mais non, il faut du matériel informatique, etc. Oui, c'est clair que, et je vais venir après au deuxième point de mon intervention, ça aide, mais ce n'est pas le seul support obligatoire. Hein, il peut y en avoir bien d'autres. Et donc, une autre manière de fonctionner chez nous, c'est justement ces feedbacks qui se passent en réalité dans les évaluations. Alors, comment ça se passe? Eh bien, donc, il n'y a plus d'examen où on a des grands auditoires, où on remet des questionnaires aux étudiants. Non. L'examen, d'ailleurs, peut se faire uniquement par échange de mails. Donc, les étudiants ont des travaux à remettre. Ils nous les envoient par mail. Il y a toujours, bien sûr, accusé de réception. Nous, on leur fait un feedback, c'est-à-dire un retour de commentaires sur l'état de leur travail, et puis ainsi de suite. Donc, ils corrigent en fonction des commentaires que l'on fait, ils nous renvoient leur travail, et on peut faire comme ça plusieurs allers-retours. Donc, c'est ce qu'on appelle le work in progress, comme on dit en anglais. Donc, un travail qui n'est pas il y a bien sûr une échéance qui est celle de la fin d'année, mais qui est un travail en progression, si vous voulez, où il y a un processus de travail. Et ça nous semble très important parce que c'est aussi lié à la création. Ceux qui, parmi vous, sont profs dans le domaine artistique connaissent bien ces processus de création où on est dans un rapport où on tente des choses, où on se trompe, où on fait des erreurs, où on les corrige, et ainsi de suite, on avance petit à petit.
hein, vers le but que l'on poursuit. Et ça nous semble aussi très, très important. Donc, en fait, si vous voulez, dans ces va-et-vient entre les étudiants et les enseignants, en réalité, c'est l'étudiant qui juge lui-même de jusqu'où il veut aller dans le travail. Hein. Il y en a qui n'utilisent pas ce système, qui renvoient tout de suite leur travail à l'échéance et qui ne sentent pas le besoin de le faire. Et parfois c'est très bon, parfois c'est pas bon. Mais ça, c'est eux qui ont choisi. Hein. Mais par contre, ils ont la possibilité, tous les étudiants ont la possibilité de faire cet aller-retour, si vous voulez, avec leur enseignant, hein, qui leur renvoie toujours des commentaires par rapport à leur travail afin de l'améliorer au fur et à mesure. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. J'ai peut-être déjà dépassé les 10 minutes. La difficulté, ça va donc être de faire passer le petit micro pour les internautes. D'accord. Donc, je cours. Ah ben alors si, en plus c'est vous qui courez. Je cours vers ceux, j'ai l'habitude. Hein, donc, moi, je suis dans le spectacle, alors donc j'ai l'habitude de tendre le micro. Oui. Et donc, si j'entends bien, il y a 3 types chez vous d'évaluation formative, à savoir l'auto-évaluation, l'évaluation par les pairs et alors ce système d'échange de mails. Oui, donc, donc je dirais qu'il y en a 3. Donc, l'auto-évaluation, évaluation par les pairs, évaluation par les professeurs aussi. Voilà, mais qui se passe en même temps en réalité, hein, donc, enfin dans la même séance, si vous voulez. Et alors, donc ça, c'est un autre type de feedback, c'est donc ce que je viens de raconter au niveau des travaux des étudiants. Donc les travaux, on n'attend pas un travail fini, on attend un travail qui est en progression continue en réalité. Sachant que finalement, il n'y a pas de limite à l'excellence. Ce serait un peu limitatif de dire, bah voilà, maintenant, c'est fini. Voilà. On a fini. Ben non, on n'a jamais fini. Hein. Ben, et la seule limite, c'est le temps, bien entendu. Oui, peut-être. Est-ce que vous avez une grille de critères sur lesquels les étudiants savent qu'ils vont être jugés et puis qu'ils vont pouvoir améliorer leur performance et j'imagine que vous en avez une et dans ce cas-là, est-ce que puisque vous accordez de l'importance vraiment au feedback, est-ce que vous avez remarqué que le feedback arrive souvent sur les mêmes critères ou que le feedback des étudiants, donc par les pairs, porte sur d'autres critères que les critères sur lesquels l'enseignant, lui, va se centrer ou comment est-ce que vous voyez ça? Oui. Donc, en effet, les choses ne vont jamais de soi. Hein. Donc, il faut bien, comme ça, quand on en parle, ça a l'air de couler de source, mais dans la réalité, évidemment, c'est toujours plus complexe. Notamment, dans l'évaluation des pairs, ben, parfois, on a envie de ménager un peu son ami et donc on ne va pas être trop critique ou hein. Or bon, c'est pas cette question-là en fait. L'évaluation entre pairs, ce n'est pas ménager son copain ou son ami, mais au contraire, c'est de comprendre que on a besoin de la confrontation des autres pour avancer en fait. Et donc, nous, très vite, on essaie de désamorcer ça. Alors à ce moment-là, on intervient nous, évidemment, de manière critique, en disant mais non, là, je pense qu'on ne va pas assez loin. On ne va pas assez loin. Est-ce que tu peux pas développer ce que tu avais commencé à dire? Et alors, les autres commencent à s'aider mutuellement, évidemment. Hein, et donc c'est comme ça qu'on peut aller un peu plus loin. Parfois, les critiques restent très très superficielles. Et donc une manière d'aller plus loin, c'est justement là d'intervenir en tant qu'enseignant, et de reposer et de reformuler en fait les questions. Et alors là, ça permet souvent de débloquer les choses.
Voilà. Alors, bon, par rapport aux critères, bien sûr, on a toute une série de grilles d'évaluation, hein, en réalité. Et la plus importante, c'est pour leur stage, et bien entendu, où là, on a élaboré de manière pluridisciplinaire, d'ailleurs, cette grille d'évaluation, qui est remise à leur maître de stage et au superviseur de l'école qui les accompagne également dans leur stage. Voilà. Après, moi, je suis toujours très étonné quand je participe à des jurys de fin d'études et qu'on est à 4 ou 5 membres du jury et qu'on a quand même une grille d'évaluation qui est identique, de voir quand même que parfois il y a de grandes différences entre les évaluateurs et les codes qu'ils remettent. Donc, on reste des humains, hein, donc il faut bien s'en rendre compte. Et donc c'est ça aussi l'intérêt d'avoir des jurys avec plusieurs personnes. Ça permet d'équilibrer les choses, hein. Alors que quand on est face à un seul examinateur, ben voilà, on dépend de sa subjectivité aussi, même s'il y a des règles d'évaluation précises, hein. Mais la subjectivité est toujours présente, il n'y a rien à faire. Voilà, encore des questions? Moi, en fait, j'étais surtout ici au niveau de la formulation du feedback et j'ai pu constater que l'évaluation se faisait dans un but d'évaluation. Vous utilisez l'évaluation croisée, auto-évaluation, co-évaluation, évaluation de l'enseignant. Et moi, ce que je me demandais, c'est au niveau de la formulation, en tant qu'enseignant, comment est-ce qu'on peut garder l'axe positif et pas toujours être braqué sur le négatif et sur ce qui ne fonctionne pas. Mais donc, si vous êtes dans le domaine créatif, vous savez que en réalité, il n'y a pas de négatif parce que si on utilise ces erreurs et qu'on les corrige, bien entendu, c'est quelque chose qui nous permet d'avancer. Et donc, nous, on n'aborde jamais, si vous voulez, les évaluations de manière négative. D'ailleurs, bon, voilà, on dit bien au départ, il y a toujours de la bienveillance et de l'empathie à avoir vis-à-vis de ses collègues, hein. Donc, on n'est pas du tout voilà, dans une critique négative et dans le domaine artistique, on le sait, il suffit d'aller à un spectacle et quand vous entendez les commentaires après, alors parfois il y a des critiques vraiment très dures, etc. Mais non, nous, on n'est pas du tout dans ce rapport-là, en fait, hein. On est bien dans un processus. Donc, c'est ça qu'il faut bien comprendre. On est dans un processus. Donc, on accepte complètement que les étudiants se trompent, errent un peu dans leurs recherches, etc. Parce que justement, c'est tout cela qui va constituer le matériau de base de leur projet, en fait. Hein, sans s'être trompé, peut-être qu'il ne se serait pas arrivé à un projet aussi pertinent que celui qu'ils proposeront. Hein. Donc voilà, on fait toujours bien attention à ça, ce processus créatif quelque part, appelons-le comme ça, mais il peut être exercé partout, ce processus créatif. Il ne faut pas le faire seulement avec des étudiants en art, hein. Donc, il peut le faire, et peut-être, voilà, je donnais l'exemple tout à l'heure du cours de français avec des enfants de 5e, 6e primaire. On peut être créatif tout à fait avec ce public-là, hein. Je ne sais pas si j'ai répondu à vos questions, en fait. Parce que moi parfois, Oui. J'ai l'impression que vous avez un public idéal. Et je travaille aussi avec des adolescents. Et le rapport au niveau de l'enseignement, forcément, tout est pondéré. Et il y a quand même une certaine notion d'échec. Et je me dis, justement, dans la formulation de l'élève qui veut pas s'y mettre, qui en veut pas et qui est rebelle, et je me dis, comment est-ce qu'on peut amener le feedback quelque part pour le remettre en selle, amener une connotation positive,
par rapport à une attitude qui est négative et qui est rebelle, justement. Oui. Donc, c'est ça. Oui, mais j'entends bien ce que vous dites, parce que je n'ai pas travaillé que en art-thérapie, hein, donc j'arrive près de l'âge de la retraite, donc non, et j'ai travaillé, bien sûr, et dans mes activités artistiques, je continue à travailler avec des écoles techniques professionnelles, etc., donc des publics durs, hein, donc voilà, en effet, et vous faites bien d'aborder ce sujet, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que justement, toutes ces jolies théories de classe inversée, etc., ça ne peut pas fonctionner tout le temps et avec n'importe qui. Hein. Il faut déjà, donc je parlais du nombre évidemment, mais il y a aussi évidemment une classe inversée, ça ne fonctionne pas si les étudiants chez eux ne font rien, bien entendu. Hein. Donc c'est ça le problème dans le technique professionnel, c'est que bon, les conditions de travail à la maison ou hors de l'école sont souvent exécrables. Et donc, ce n'est pas facile pour les étudiants de préparer cela. Alors bon, il y a des alternatives. Hein. On peut essayer de le faire en fait pendant les heures de cours. Non, le gain de temps qu'on avait se perd de cette façon-là. Hein. Le gain de temps qu'on avait en faisant travailler les étudiants chez eux, il se perd si on les fait travailler à l'école de cette manière-là. Mais bon, les pédagogies actives le font en quelque sorte, puisqu'il n'y a plus de devoirs à l'école hein, dans ces pédagogies-là. Donc, il y a moyen de le faire. Il y a moyen de le faire. Concrètement, c'est combien de dossiers qui sont, même projets qui sont acceptés? Oui, donc nous on a une vingtaine d'étudiants, hein, donc évidemment c'est un nombre idéal pour travailler ce genre de techniques et de méthodes pédagogiques. Quoi. La pédagogie du projet, forcément, ça nécessite un nombre réduit d'élèves. Ou alors il faudrait se démultiplier au niveau des groupes et des enseignants, ce que l'on fait nous déjà. Hein, donc, puisque bon, on a la chance de pouvoir faire des séminaires à plusieurs collègues, etc. Mais bon, malgré tout, voilà, au-delà d'un certain nombre, ces méthodes ne s'avèrent pas efficaces. Il faut quand même le reconnaître. Donc le nombre et en effet les conditions sociales des élèves que l'on a, ça interfère évidemment beaucoup. Hein, s'il y a de mauvaises conditions de travail à la maison ou hors de l'école, c'est un problème. Hein, parce que la classe inversée ne va pas s'inverser justement. Hein, elle va rester bloquée. Merci beaucoup. Je vais passer la parole à Maude pour la suite du 10-20-30. Bien, alors nous vous proposons maintenant pour le 30 une activité qui on vous invite à concevoir par groupe une mind map sur par groupe sur 2 thématiques alors que nous avons ici. Donc les avantages et les inconvénients du feedback, les sentiments qu'il génère, comment organiser concrètement le feedback et au service de quels objectifs. Alors pour ce faire, on va procéder en 4 temps. Tout d'abord, on va vous inviter à réfléchir de manière individuelle à ces 4 thématiques. Alors, comme vous pouvez le voir, chaque thématique correspond à une couleur et vous avez sur les tables des post-it de ces mêmes couleurs. Et donc,
vous aurez quelques minutes pour réfléchir à ces thématiques et à noter vos idées sur les post-it en respectant le code couleur. Ensuite, dans un deuxième temps, on vous proposera de faire 2 groupes. Et donc, on reprendra les post-it de 2 couleurs donc par groupe, puisque vous travaillerez sur 2 thématiques. Et vous aurez ensuite une dizaine de minutes pour créer on va vous distribuer les panneaux et vous allez pouvoir créer 2 panneaux pour réorganiser ces idées. Et ensuite, une petite présentation par groupe des 2 panneaux. Voilà. Alors, je vais répéter les 4 temps. Donc, une première partie de réflexion individuelle. Ensuite, on se remet en groupe. La création des 2 panneaux. Et enfin, une présentation à l'Assemblée. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que j'ai été assez claire? Oui? Bien. Alors, vous avez des bics sur les tables et donc voilà. Bien, on va passer aux présentations à présent. D'accord. Alors, je ne sais pas qui a envie de commencer. Par ici. Alors peut-être, je vais quand même vous donner le micro, comme ça voilà. Et on va. Merci. Comme ceci. Oui. Bon. Voilà, je commence le beau. Faut vraiment le mettre tout près, oui. À la Voilà. Donc voilà, on a donc sur base des post-it qu'on avait, on a adressé la 4e le 4e thème, donc feedback au service de quels objectifs, et on a déterminé 4 points, donc ce à quoi sert le feedback, d'une part à informer, alors donc on a donc remettre en question, objectif donc dans un processus d'apprentissage, une vision plus claire des compétences à acquérir, donc ça permet d'informer des compétences à acquérir. Alors, le deuxième point, c'était à motiver. Alors sur à motiver, on avait des post-it qui parlaient de réussite de tous les étudiants. On avait des post-it qui parlaient de motivation, de sentiment de capacité, d'estime de soi et de chances de réussite pour tous. Alors sur le processus, donc on a aussi donc le feedback, ça sert à produire. On avait des post-it qui parlaient de formation, d'autorégulation, de création, de métacognition et de favoriser l'autonomie. Je suis désolé parce que je n'arrive pas bien à voir en fait sur les post-it. Si je regarde là aussi, si je lis. Et donc le feedback, ça sert à quoi? Au soutien à l'apprentissage. Alors on a l'apprentissage à faire progresser, à soutenir, ça soutient l'apprentissage, donc les objectifs liés visés par le cours, à l'amélioration et à l'apprentissage à long terme. Voilà. Si j'ai été clair. Merci. Voilà. Merci. On passe au groupe suivant. Vous voulez bien? Paola? Je vais mettre le panneau si tu sais. Oui. Oui. Ah. Oui. Donc, on a classé, c'était les avantages et les inconvénients. On a repéré les avantages qui étaient plus pour les étudiants, ceux plus pour, enfin les deux, et pour les professeurs. Alors, on peut voir qu'il y a beaucoup plus d'idées pour les étudiants. Donc, entre autres, il y avait permet de mesurer sa progression, d'augmenter la contrôlabilité, le fait qu'il puisse avoir plusieurs chances et d'autres. Dans les inconvénients, c'est que parfois il peut se sentir découragé.
que si le feedback n'est pas bien formulé, ben, ça peut aussi créer des soucis. Que ça peut être mal reçu ou mal accepté. Concernant à la fois les avantages profs et étudiants, dans le positif, il y avait l'idée que ça change un peu que ça puisse changer les mentalités, qu'on n'associe pas l'erreur au négatif, mais plutôt l'erreur à du formatif. Encourage la réflexion, soutient la régulation, indique le chemin. Du côté un peu plus négatif, c'est l'idée de temps qui est associée au feedback. Et pour les profs, le négatif qu'on a relevé, c'est dispositif à mettre en place. Donc, on suppose que le dispositif doit être assez bien pensé ou voilà, ou que ça demande du temps et que c'est un inconvénient pour le professeur. Et alors, tout en dessous, il y a 3 petits post-it. C'est parce qu'on n'a pas su les classer, parce qu'on ne comprenait pas en fait ce qu'il y avait derrière. Donc ça, je ne sais pas si j'ai le temps de peut-être faire expliquer hein, vite. Ben ici, par exemple, il y a un négatif pour balise, entre parenthèses, trop. Donc, je ne sais pas si quelqu'un a noté ce point-là, il veut l'expliquer, parce que nous, c'est vrai que ça n'a pas tout de suite été évident. C'est juste pour dire que parfois, le feedback peut obliger l'étudiant à aller dans une direction qu'il n'a pas spécialement envie de suivre et qu'il a donc un balisage du déroulement de son intervention qui est un petit peu frustrante, on va dire. C'est pas moi. Un aspect négatif pour l'étudiant, c'est-à-dire que parfois, ils entendent, hein, mais ça rentre dans une oreille et ça sort par l'autre, donc c'était un risque que ce soit finalement pas du tout au service de l'apprentissage. La direction que l'enseignant a imaginée et donc qui court-circuite un petit peu la possibilité pour l'étudiant d'aller dans une autre direction. On passe. Vous vous sentez prête? Prêt? Quelqu'un veut venir bien me flotter? Moi, j'ai plus de bras. Voilà. Je vous donne le micro. Oui, merci. Chaque côté. Donc nous on était dans les post-it jaunes, donc tous les post-it qui concernaient les sentiments que le feedback génère. Donc bien entendu, ce qui est immédiatement apparu, c'était le versant positif et négatif des feedbacks. On a quand même mis une flèche au milieu en disant que finalement, parfois, ce qui pouvait être négatif pouvait que les frontières n'étaient pas aussi perméables. Par exemple, le stress c'était mis dans quelque chose de négatif, mais est-ce qu'il fallait pas finalement un petit peu parce que le stress pouvait pas être aussi parfois un moteur et quelque chose d'un petit peu positif. Même chose pour le doute. Le doute peut être quelque chose de positif et ça nous permet de nous remettre en question. Sinon, s'il n'y a pas de doute ou d'incertitude. Donc voilà, on a mis 2 catégories, mais on a jugé que peut-être ces catégories n'étaient pas aussi figées. Après peut-être, oui, je me rends compte, on s'est trompé de côté, mais en gros, quand on avait essayé d'un petit peu structurer tout ça en se disant que finalement, quand le feedback était interprété en termes de normes, il pouvait peut-être être interprété parfois un peu plus négativement, alors que quand il nous donnait finalement le sentiment d'exister, que notre avis était pris en compte, on avait mis ici, on s'intéresse à moi. À l'inverse, on avait dit on me canalise. Et en fait, on peut partir d'un même mot qui est fierté,
qui peut correspondre à une norme, mais qui peut également être considéré comme un point positif, en fait. Et puis alors, là où on est vraiment sorti du pôle positif-négatif, c'est quand on a questionné nos attentes. Parce qu'on avait des choses qui, par exemple, déception qui est mis en rapport aussi avec l'estime de soi, ben, on se dit, on attend quelque chose au niveau du feedback, on attend de la gratification, de la satisfaction, de la fierté, on a de la frustration parce qu'on répond pas à nos attentes. Et voilà, je pense. Oui, pour revenir à la notion d'objectif aussi, donc par rapport aux attentes, on se dit aussi ben, quel est l'objectif du feedback. Donc de nouveau, il peut y avoir un pôle positif et un pôle négatif. Et au milieu, on s'est dit ben, qu'est-ce qu'il y a s'il n'est pas positif ni négatif. Donc on a mis un point d'interrogation parce qu'en fait, tout se situait au niveau de la formulation. Donc voilà, et tout ça est de nouveau relié aux attentes. Je ne sais pas si vous voulez compléter quelque chose. Tout est dit. Merci à vous. On va passer au dernier groupe. Merci, merci. Après vous. Oui, vous pouvez rester là. Vous venez m'aider, les filles. Alors donc nous, on était donc sur les feedbacks en rose. Donc comment est-ce qu'on les organise concrètement? Et c'est assez intéressant de voir qu'on s'est retrouvé avec la même tension qu'on a repérée déjà à 2 occasions, à savoir bah tiens, dans quelle dynamique est-ce qu'on imagine devoir le mettre en place là concrètement? Et on avait fait un pôle plus cadrant, un peu plus fermé, et puis par contre un pôle un peu plus ouvert. Donc dans celui plus cadrant, bah, c'était des post-it qui contenaient des mots comme balises, grilles, critères, voilà. Donc ceux-là, c'était le volet un peu plus normatif. Et puis dans le volet un peu plus existé, bah, il y avait d'écrire plutôt que prescrire, expliciter, mobiliser un processus, personnaliser, le feedback comme un dispositif. Enfin voilà, donc toutes ces idées-là, on les avait regroupées nous dans une perspective un peu plus ouverte de la dynamique de feedback. Peut-être j'explique encore celui-là. Bah, on a aussi mis un questionnement par rapport au climat de la concrétisation du feedback, parce que il y a ici une relation entre écouter et parler. Voilà, que ça va vraiment dans les deux sens. Il y a aussi un post-it qui rappelle qu'on a les qualités de nos défauts et les défauts de nos qualités. Et puis, bah, là, vraiment carrément le mot climat pour rappeler que tout ça, c'est sur une certaine toile de fond, peut-être avec le langage aussi qui est mobilisé. Voilà. On a ensuite mis en avant la question de qui impliquer, où on avait entre pairs, nécessité de plusieurs enseignants, le collectif, faire participer les étudiants. Donc il y avait aussi un point qui mettait en avant les limites, qui reprenait surtout par rapport au temps nécessaire, à faire le plus souvent possible, qui demande un accompagnement important. Et enfin, quel support? On a par écrit nécessité de modalités multiples, pair, expert, en live, présentiel, écrit, laisser chercher, verbal plus écrit. Voilà. Alors on placera les panneaux ici sur les vitres, comme ça, si vous voulez venir les voir tout à l'heure. Voilà.